La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'attendre de l'exploration de Mars ? Puisqu'il y a des robots sur la planète rouge, permettez-moi de vous en proposer un petit portrait robot. Le diamètre de Mars est à peu près la moitié de celui de la Terre. Dès lors que vous m'accorderez que ces deux planètes sont rondes plutôt que plates, cela signifie que son volume, celui de Mars, est environ 7 ou 8 fois plus petit que celui de la Terre. La gravité à la surface de Mars vaut un tiers de la gravité terrestre. Cela veut dire que si nous étions sur Mars, notre masse aurait exactement la même valeur que sur Terre, mais notre poids, qu'on devrait en toute rigueur exprimer en newtons plutôt qu'en kilos, serait 3 fois plus faible. En clair, si nous allions sur Mars, nous perdrions du poids, beaucoup de poids, mais sans du tout perdre de masse. Petite parenthèse au passage, on peut s'étonner que cette sorte de régime radical, qui serait efficace à coup sûr et pour tout le monde, ne soit pas davantage promu par le marketing contemporain. Avec Mars sous les pieds, plus besoin de privation, de gymnastique, de calcul des calories ingurgitées, ni même de crème quantique. La perte de poids est immédiate et automatique. Fin de la parenthèse. Je continue mon petit portrait robot. La pression dans l'atmosphère de Mars est 100 fois plus faible que la nôtre sur Terre. Dit autrement, Mars n'a pas vraiment une gueule d'atmosphère. La température moyenne y est de moins 55 degrés Celsius, avec de grands écarts. La nuit, il fait typiquement moins 100 degrés, et le jour, au maximum, 27 degrés Celsius. Une année sur Mars dure 687 jours terrestres. On y vieillirait donc moins vite, ou, autre façon de dire la même chose, on y mourrait à un âge moins avancé qu'ici-bas, tout en ayant la même durée de vie. Je me comprends. Mais surtout, Mars pourrait devenir un terrain de rêve pour les alpinistes. Elle abrite en effet la plus haute montagne connue du système solaire, le mont Olympe, dont le sommet culmine à plus de 21 km d'altitude. L'Everest n'est donc qu'une colline et le Mont Blanc un simple talus. Je me rends compte en disant cela que je n'aurais pas dû commencer de le dire car je suis en train de heurter la sensibilité de mes amis chamonniards. Mais passons au point le plus important. Il se trouve que Mars est parmi les endroits de l'univers où l'émergence du vivant a peut-être eu lieu, celui qui est le plus facilement accessible. Facilement devant être mis entre guillemets. Mais que sait-on précisément de son histoire, de sa formation, de sa structure interne ? Quelles questions les chercheurs continuent-ils de se poser ? Et quel intérêt y aurait-il pour nous autres les humains à aller nous y faire voir, soit en faisant un petit tour autour de la planète rouge, soit en y posant carrément les pieds ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Avant de les présenter, je dois m'excuser pour ma voix qui est une voix de saison. Le premier invité est Francis Rocard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Et mon second invité est tout jeune. Il s'agit de Virgile Malarevich, qui vient d'obtenir un doctorat de l'Université de Paris-Saclay, dont le travail de thèse a porté sur la formation et l'évolution de la croûte primitive martienne. Bonjour à vous, Virgile Malarevich. Bonjour. Est-ce que vous me permettez de lire le titre complet de votre thèse ? Ah bah il y a le temps, oui. Étude de la formation et évolution de la croûte primitive martienne à travers une approche pluridisciplinaire et multi-échelle. Caractérisation minéralogique de la brèche martienne NWA 7533 et étude géodynamique de la région Terra Cimmeria Sirenum. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a, dans votre parcours, amené à vous intéresser à Mars ? Bah, ça a été finalement surtout une suite de rencontres, en fait, parce que très tôt, en fait, j'ai eu la chance, même dès ma première année universitaire à Paris-Sud, de rencontrer eh bien, mon futur directeur de thèse, en fait, en première année, qui ensuite, en fait, au fur et à mesure, m'a donné le goût un peu de cette exploration spatiale, surtout de Mars. Moi qui me suis d'abord orienté plus vers des études, d'abord un peu sur la biologie, puis rapidement, en fait, en géologie, donc à s'intéresser un peu à caractérisation des roches, des surfaces planétaires, en fait, de leur vie, même de l'histoire des planètes. Ce qui est finalement qu'on se rend compte qu'on peut remonter sur des millions, voire des milliards d'années dans l'histoire d'une planète. Et en fait, Mars, ça devient un terrain de jeu exceptionnel.
Et au fur et à mesure, j'ai pu rencontrer d'autres personnes avec qui j'ai pu eh bien, mener à bout ce projet de thèse qui vise du coup à aller justement explorer l'ultime étape, en fait, la partie la plus ancienne de la croûte martienne, même une partie qui, même sur Terre, on n'a pas d'échantillon aussi ancien, plus de 4,4 milliards d'années. Mais justement, quand on est sur Terre, comment est-ce qu'on fait pour étudier Mars? De quels moyens dispose-t-on? De quels instruments dispose-t-on? Et quand on étudie des météorites martiennes, comme vous l'avez fait, comment est-ce qu'on sait qu'elles sont martiennes? Alors sur les météorites, c'est vrai que ça a été une question finalement résolue il y a pas vraiment pas si longtemps que ça. Vraiment depuis les années fin des années 70, début des années 80, on est sûr qu'on a des météorites martiennes, parce que les météorites martiennes, en fait, aujourd'hui, on en a pas tant que ça. En fait, si on cumule tout, on en a presque 300 kilos, si je ne m'abuse. 300 kilos de Mars au total sur des dizaines de milliers de tonnes de météorites qui tombent sur Terre chaque année. Et en fait, dans tout le bestiaire des météorites, en fait, qu'on connaît assez bien, une partie viennent des astéroïdes ou lors d'autres corps comme la Lune par exemple, on a récupéré au fur et à mesure des années en fait des échantillons qu'on voit, on les observe, ils ne ressemblent pas aux autres météorites que l'on connaisse, mais en les caractérisant, on voit que c'est des échantillons plutôt jeunes, on sait qu'ils viennent d'un corps planétaire. Il a fallu un petit bout de temps pour savoir de quelle planète exactement elle venait. Et vraiment, un des arguments massus, ça a été lors des premières missions sur Mars, où on a pu, donc les missions Viking dans les années 70, où on a pu analyser en fait l'atmosphère martienne en détail, et on s'est rendu compte que certaines des météorites que l'on avait, dont on ignorait l'origine, eh ben, contenaient des petites bulles de gaz, euh, et en analysant cette composition, elles ont exactement la même composition que l'atmosphère martienne. Et ça, avec d'autres arguments, on peut déterminer que certaines donc proviennent de Mars, ont été éjectées de la surface martienne il y a plutôt récemment, pour une dizaine de millions d'années à peu près. Virgile Maharevitch, il y a un autre Virgile qui était un poète latin qui a écrit beaucoup de choses, notamment cette phrase: Heureux celui qui peut connaître l'origine des choses. Est-ce que pendant votre travail de thèse, vous avez appris des choses, sinon sur l'origine, du moins sur la formation de cette planète? Alors, je sais pas Quel âge si... a-t-elle? Ah oui. Comment s'est-elle formée? Est-ce qu'elle s'est formée en même temps que la Terre? Et est-ce que la connaissance que nous avons aujourd'hui de la structure de Mars, de son histoire, nous donne des renseignements sur la façon dont la Terre elle-même s'est constituée? Mm. Alors, je sais pas si on peut dire heureux de connaître l'origine. Pour l'instant, c'est plutôt heureux d'explorer un peu ses origines. Mais en effet, on a pu avoir accès dans une de ces météorites martiennes, en fait, donc qui s'appelle, voilà, son nom un peu brut, NWA 7533, qu'on peut, avec plusieurs d'autres fragments, qu'on peut nommer sous le nom de Black Beauty, mais qui est une météorite très particulière, unique, différente du reste des autres météorites martiennes. Et en fait, elle contient des minéraux très anciens, notamment des minéraux qu'on appelle des zircons, donc qui sont des minéraux très résistants, et sur Terre notamment, qui sont utilisés très facilement pour dater. Donc, c'est des minéraux qu'on peut dater leur formation euh, par des méthodes donc d'isotopes radioactifs. Et notamment, c'est ces zircons-là qu'on peut retrouver en Australie, qui vont être les plus anciens minéraux terrestres, qu'on peut dater autour de 4 milliards d'années, donc ce qui est très très ancien. Et vraiment, il reste que juste ces minéraux. Et donc d'ultimes minéraux sur Terre, qui pourraient être quelques zircons, vraiment quelques points de quelques microns, datés peut-être à 4,1, 4,3, 4,38 milliards d'années. Et en fait, on s'est rendu compte que dans une météorite martienne, donc Black Beauty en particulier, on avait aussi énormément de zircons martiens, donc pareil, qui sont les mêmes, comparables. Et en les datant, on se rend compte que leur formation est plus ancienne, vraiment 4,48 milliards d'années. Et même, ils ont enregistré vraiment toute une histoire, en fait. C'était un livre ouvert, en fait, ces petits minéraux, très petits, hein, quelques dizaines de microns. Mais voilà, c'est des livres qu'on peut s'amuser à tourner les pages. Francis Rocard, vous vous intéressez à Mars depuis plus longtemps que Virgile Maharevitch. Un peu plus, oui. Qu'est-ce qui, dans les découvertes récentes, vous a le plus surpris par rapport à ce qui était connu au moment où vous avez commencé à vous intéresser à cette planète? Je rappelle que vous avez écrit en 2020, je crois, un livre intitulé Dernières nouvelles de Mars. Alors, dans ces nouvelles, quelles sont celles qui sont les plus Oui. surprenantes pour vous? Je crois que la découverte euh, très importante, il y a une quinzaine d'années, bientôt 20, hein, le temps passe, c'est la découverte
par la mission Mars Express et l'instrument français Omega d'argile et de sulfate hydraté, c'est-à-dire de minéraux à la surface de Mars altérés par l'eau. Ça a été une grande découverte importante. D'ailleurs, toutes les missions spatiales qui, par la suite, ont cherché à étudier la problématique de la vie sur Mars se sont posées sur des sites argileux considérés comme étant les plus intéressants. Alors, depuis ces 15-20 ans, beaucoup de travaux ont été faits pour essayer de cartographier tout ça. Donc, on a trouvé plusieurs milliers de spots où on détecte ces argiles et ces sulfates hydratés. C'est là où Curiosity s'est posé, c'est là où Persévérance s'est posée. Mais quand on regarde globalement, toutes ces zones argileuses ne représentent que 3% du total. Ça veut dire que 97% de Mars, et notamment là d'où vient la météorite en question, Mars Beauty, ça vient de roches basaltiques, volcaniques, anhydres, qui n'ont pas connu l'eau, et donc qui sont, pour cette thématique de l'origine de la vie sur Mars, pas intéressantes. Donc ça a donné la preuve qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Oui. Alors ça, on le sait déjà avec Viking et Mariner 9 via des traces que cette eau liquide a laissées, notamment ce qu'on a des fleuves asséchés. Donc ça ressemble à des fleuves asséchés comme sur Terre. Des deltas. Des deltas. Mais aussi, deuxième grande famille, qui a été d'ailleurs beaucoup étudiée à Orsay, sont ce qu'on appelle les vallées de débâcle. Alors les vallées de débâcle, c'est des débâcles, c'est-à-dire que c'est des zones gigantesques, parfois sur plus de 1000 km, ravinées par l'eau, dont on a pu estimer que le front d'eau, soudain, avait une centaine de mètres d'épaisseur, donc de profondeur. Et donc quand l'eau est violente, quand l'eau ravine, elle crée de l'érosion et donc elle laisse des traces. Ensuite, quand elle stagne, on perd un peu sa trace. Donc l'histoire de l'eau est compliquée. On a beaucoup de mal à faire un bilan de l'eau aujourd'hui sur Mars. Les estimations de ce que l'on voit, c'est-à-dire pas ce qui est enterré, montreraient qu'il y a 50-60 mètres d'équivalent d'eau sur Mars, comparé aux 3 km équivalent d'eau qu'on a sur Terre. Donc, est-ce que ça veut dire que Mars a beaucoup perdu d'eau ou est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans le sous-sol? Mais est-ce qu'on sait dater la période pendant laquelle il y avait de l'eau liquide sur Mars? Oui, on arrive à le dater. C'est cette période qu'on appelle le Noachien. On est dans en gros, quand la planète s'est formée, il y a eu ce qu'on appelle un océan de magma. Ça, c'est notamment bien connu sur la Lune avec les échantillons d'Apollo. C'est-à-dire que toute la surface de la planète était un magma en fusion. Évidemment, tout ça s'est refroidi avec le temps. Et dans les 500 premiers millions d'années, on est entre... donc, je vous rappelle que le système solaire, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, entre 4 et 3,6. Mars était probablement, et c'est ce qu'on essaie de démontrer, on a un peu du mal, chaude et humide, c'est-à-dire avec la présence de liquide. Il faut quand même mentionner que les modèles de climat globaux de Mars n'arrivent pas à maintenir une pression et une température suffisantes pour avoir un effet de serre jusqu'à ce que l'eau soit stable thermodynamiquement comme ça l'est sur Terre. Donc on parle parfois de transition liée à des impacts qui dégagent énormément d'énergie dans des gros impacts de météorites, d'astéroïdes. Tout d'un coup, ça réchauffe toute la planète et on a 1 millier d'années, 10 000 ans peut-être de phase liquide. Alors, le fait qu'on trouve des roches altérées par l'eau, déjà, ça nous donne une idée importante sur le temps. Pendant combien de temps l'eau a été liquide sur Mars? Parce que une vallée de débâcle, c'est quelques jours. Donc, vis-à-vis de la vie sur Mars, ça n'a aucun intérêt. C'est pas suffisant. Totalement insuffisant. Encore qu'on ne sait pas quelle est la quantité suffisante dans l'eau. En combien de temps la vie apparaît dans l'eau? Est-ce que c'est 1 million d'années? Est-ce que c'est 100 millions d'années? C'est pas quelques jours. Mais c'est certainement pas quelques jours. Mais en fait, on ne sait pas très bien si c'est entre 1 million et 100 millions d'années. Donc, ce qu'on essaye de savoir, c'est si on peut démontrer que Mars a été une période chaude et humide pendant des durées très longues, supérieures à quelques millions d'années. Bon, la réponse est probablement oui, mais peut-être avec des épisodes chauds et puis un long refroidissement.
Virgile Malarevitch, je peux pas dire que j'ai lu toute votre thèse qui est très épaisse. J'en ai lu les petits morceaux et j'ai appris des mots que j'ignorais. Le mot sac-duction. J'ai mis du temps à trouver la définition dans le dictionnaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sac-duction? Alors ça, c'est... Alors nous, enfin, on en parle dans un contexte un peu d'ouverture, d'explication. La sac-duction, en fait, c'est justement, en essayant de comparer la période ancienne de Mars avec ce qu'on connaît de la période ancienne sur Terre, en fait, euh, où la Terre, donc il y a 3 milliards, 4 milliards d'années, donc on a quelques minéraux, on a aussi quelques indices de dynamique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la Terre est quand même à une croûte très dynamique, elle bouge, il y a la tectonique des plaques, il y a un renouvellement, alors que sur Mars, pas du tout. Et en fait, sur Terre, on sait qu'il y a très longtemps, au moment où justement on est en train de mettre en place tout ce qu'on connaît, genre les continents, la croûte continentale, la croûte océanique, on avait une dynamique au sein de la croûte, même avant dans ce qu'on connaît la subduction aujourd'hui, qu'on connaît bien. La saccduction, on estime que c'est des processus en fait de dynamique de la croûte, mais plutôt verticale, où en fait on imagine que ça doit être mis en place à partir d'un gradient de densité dans les roches. Où Qui en provoque fait, une sorte d'instabilité? une instabilité, voilà, comme un peu une sorte de d'émouvement en fait, donc qui nécessite une couche de roches plutôt denses en surface, comme des basaltes, ce qu'on va trouver énormément sur Mars par exemple. Mais il suffirait qu'il y ait en dessous des roches avec une densité un peu plus faible, ce qu'on va pouvoir typiquement appeler des roches différenciées, donc comme des granites par exemple. Et en fait, il suffit d'avoir une instabilité, avoir un peu voilà, cette espèce de convection, mais de rocheuse, qui va prendre un certain bout de temps. On a ça sur Mars, pardon, on a ça sur Terre, voilà, ça c'est documenté, et ça a été un peu une des problématiques, un peu une exploration sur Mars, est-ce qu'on peut essayer d'en trouver, est-ce qu'on peut trouver ces traces de dynamique primitive, ou est-ce qu'on peut les comparer en fait sur Terre et sur Mars. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu de tectonique des plaques sur Mars, en tout cas pas l'équivalent, mais il y a quand même un volcanisme martien. Il y a eu un volcanisme martien. Oui. Donc si j'ai bien compris, la planète Mars étant plus petite que la Terre s'est refroidie plus rapidement. Et donc ce volcanisme, j'imagine qu'il est daté. Il n'y en a plus. Alors, il est daté. Alors aujourd'hui, on a quand même alors bien sûr, on n'a pas du tout l'équivalent parce qu'on a vu il y a les plus grands édifices volcaniques du système solaire en fait sur Mars. On a encore une très faible activité sismique qu'on peut encore détecter aujourd'hui. On peut estimer est-ce elle est liée peut-être à un volcanisme rémanent, mais très très faible. On a encore quelques images qui montrent des épanchements volcaniques de quelques millions d'années. Donc ce qui peut être encore une fois récent, mais c'est très très faible. Mais en effet, on l'a dit, le mont Olympe, là, le plus grand volcan du système solaire, les contraintes d'âge qu'on a à la surface de Mars, finalement, comment est-ce qu'on date sur Mars, on le fait principalement par comptage de cratères. Où, en fait, on estime qu'une surface, en fait, si on a un flux d'impact relativement constant, on peut essayer de calibrer un âge en fonction de la densité d'une certaine gamme de cratères en fonction de leur taille. Ça a été calibré en fait suite aux expéditions sur la Lune. On allait sur des terrains avec des cratères, une certaine densité de cratères. On a ramené des échantillons qu'on a pu dater. Et en recalibrant, en estimant sur Mars, c'est comme ça qu'on date, avec justement donc une activité volcanique très intense sur Mars, autour de voilà, 3,8 milliards d'années, qui va ensuite s'étendre et continuer. On a En eu tout du cas mal pour à la construction. calibrer un peu quand même. Voilà, c'est... Hein, Francis Recard, Oui, il y a eu une bagarre homérique entre scientifiques. ça arrive. Un Allemand, M. Neukomm, et un Américano-japonais qui s'appelait, je crois, M. Tanaka, qui chacun avait un modèle basé sur les missions Apollo et les datations d'Apollo. Et donc cette courbe de cratérisation euh, euh, venant de la Lune, il s'agissait de la transposer sur Mars. Et en fait, les modèles ne convergeaient pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, donc dans les bombardements, il y a eu un très fort bombardement au début. Il y a toute la question du grand bombardement tardif, on pourra en parler si ça vous intéresse, mais qui est un peu remis en question. Et ensuite, il y a eu un plateau très long. Alors le plateau très long, Un plateau en termes de fréquence de bombardement. voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un bombardement constant. Et le fait qu'il soit constant induit une énorme incertitude parce que la courbe est plate. Voilà, donc c'est en mathématiques, ça se comprend assez bien si vous imaginez une courbe plate et que vous mesurez une densité de cratère sur cette courbe, bah, vous avez
vous avez finalement en abscisse une grande incertitude. Et messieurs Tanaka et Neukomm n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc la communauté scientifique leur a dit, écoutez, ça suffit, on vous demande de discuter entre vous, parce que c'était deux grandes gueules, hein. Neukomm c'est une grande gueule, Tanaka je le connais moins, mais voilà, et ils sont arrivés à une espèce de compromis qui aujourd'hui est la référence. Euh, mais il a fallu un peu pousser, quoi. Voilà, c'était pas facile. Et il y a une grande incertitude. Donc aujourd'hui, on a peut-être parfois des incertitudes de plus. Je sais que sur des datations, ça pouvait être plus ou moins 400 millions d'années. Ouais. C'est-à-dire 800 millions au total. C'est considérable. Et donc, seule la datation par chronologie sur les échantillons ramenés sur Terre Mm. est absolue et non contestable. Mais les comptages de cratères, c'est Ouais. Et en plus, ça induit, relatif. oui, les modèles induisent aussi un peu une limite à 4 milliards d'années. À cause d'une saturation, en fait, on a vraiment du mal à vouloir dater justement des terrains à plus de 4 milliards d'années sur Mars. Il y a d'autres questions vertigineuses. Francis Recard, dans votre livre, vous expliquez que normalement, Mars devrait être plus volumineuse que la Terre, ce qui n'est pas le cas. Alors comment est-ce qu'on explique que Mars soit plus petite que la Terre alors qu'elle Alors, devrait être plus grosse? ça, c'est une grande énigme. C'est une grande énigme. Vénus et la Terre ont à peu près la même taille et Mars est toute petite. Euh, Comment c'est possible? Euh, il y a une personne d'ailleurs qui va faire sa conférence inaugurale la semaine prochaine au Collège de France, Alessandro Morbidelli, puisqu'il a été créé une chaire de planétologie et de formation des systèmes planétaires. Donc je crois que c'est le 25 janvier, il fait sa conférence inaugurale et c'est le grand spécialiste du sujet. Donc il a développé des modèles de simulation et en gros, dont notamment le NICE modèle ou le modèle de Nice, vous voyez le jeu de mots. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'il dit ce modèle? C'est-à-dire qu'il y a Jupiter qui se forme assez rapidement, enfin, la première, dans les premières dizaines de millions d'années après l'effondrement de la nébuleuse. Assez rapidement, Saturne se forme. Et comme ça s'est passé à peu près partout autour d'autres étoiles, là où on a trouvé 5000 planètes extrasolaires, il y a eu un phénomène de migration. Donc ça, on le comprend très bien. Si vous avez du gaz dans la nébuleuse, les planètes frottent dans ce gaz et ce frottement crée une migration. Donc Jupiter migre vers le Soleil, ça va créer un Jupiter chaud, ce qu'on observe énormément dans les exoplanètes. Saturne le suit. Mais le fait que Saturne est très massive et suit Jupiter, il se produit une mise en résonance qui aboutit par un phénomène assez peu intuitif à tirer Jupiter vers l'extérieur. Une sorte d'expulsion, Voilà. loin Donc, du Soleil. et cet aller-retour qui s'appelle le Grand Tac, d'ailleurs c'est pas le modèle de Nice, c'est le modèle du Grand Tac, qui a eu lieu donc au tout début du système solaire, en fait a nettoyé la ceinture d'astéroïdes et toute la zone où Mars aurait pu se nourrir d'astéroïdes pour grossir. Mais comme Jupiter est passé par là, il n'y avait plus grand-chose et Mars est devenue toute petite. Donc la force de ce modèle, c'est de prédire la taille de Mars. Virgile Malarevitch, on va en parler tout à l'heure, on va parler de la possibilité ou non d'aller sur Mars, mais si vous aviez, vous, la possibilité d'être téléporté sur Mars dès demain matin, dans le studio, il y a une photo que les auditeurs ne voient pas qui montre la surface de Mars. Où est-ce que vous iriez et pourquoi y faire? Bah, moi, ce serait mes réflexes de géologue, en fait, qui iraient tout de suite d'abord sur par exemple, le site d'éjection de la météorite que j'ai étudié, un site d'éjection qui a été envisagé. Vous allez regarder le sol avant de regarder le ciel. Ah bah typiquement, moi, les yeux rivés par terre. Vous savez, parce que souvent pour les météorites martiennes, on ne connaît pas le site d'éjection. Ouais. Et c'est en fait là, il y a une étude il y a 3 ans, donc quelqu'un qui a en fait, parce que la problématique pour connaître l'origine, enfin c'est quoi les contraintes en fait pour connaître l'origine. On sait que cette météorite, elle a été éjectée. On peut mesurer le temps qu'a passé la météorite dans l'espace en fait. Donc on estime entre 5 et 10 millions d'années. Donc il faut trouver un cratère récent. Et aussi, on sait que cette météorite, en fait, elle vient des terrains les plus anciens. On a des minéraux dedans datés à plus de 4,4 milliards d'années. Donc ça, on va le chercher dans une zone très ancienne, dans les terrains les plus anciens. Et on sait également, ce qui est intéressant, justement tout l'exercice, en fait, un exercice qu'on fait très bien sur Terre, de prendre un petit échantillon et de reconstruire un peu une histoire d'une région. Là, on a un petit bout de Mars. Est-ce qu'on peut faire une histoire de région? En fait, les minéraux les plus anciens, on sait qu'ils ont subi un épisode thermique intense autour de 1,5 milliard d'années environ. Il y a une remise à zéro un peu des systèmes de datation. Donc, on cherche en plus un site d'éjection qui aurait été affecté
peut-être un volcan à proximité ou alors un cratère, qui serait daté à 1,5 milliard d'années. Et on ajoute avec ça en plus des enrichissements, par exemple certains éléments en potassium, en fer, qu'on peut peut-être estimer en surface depuis l'orbite, ou alors du magnétisme rémanent. Et en fait, tout l'exercice a été de cataloguer tous les cratères à la surface de Mars, qui a été fait par quelqu'un en Australie, Anthony Laguin, qui a cartographié une base de données à 90 millions de cratères. Et en fait, pour estimer là-dedans les cratères les plus récents, on sait que les cratères les plus frais sur Mars, ils produisent en fait ce qu'on appelle des cratères secondaires. Il faut imaginer qu'il y a une gerbe de matériel qui est produite lors de l'impact, et en fait, ça va retomber et faire un peu en étoile, en fait, ponctuer la surface de plein de petits cratères assez petits, quelques centaines de mètres. Et en fait, en regardant justement cette densité de taille de cratères, on va pouvoir très bien suivre tous ces petits cratères qui en fait irradient, on va dire, d'un point qui est le cratère le plus récent. En tout cas, les cratères les plus récents, il y en a eu presque 20, si je me souviens bien. Et en fait, à partir de ces 20 cratères très récents, donc moins de 10 millions d'années, on va ensuite faire un tri au fur et à mesure, en fonction des différents critères qu'on connaisse. Et au fur et à mesure, à la fin, en fait, de ce tri, on est laissé avec un candidat. Donc voilà, c'est un peu le meilleur candidat pour l'éjection, qui est donc un cratère de moins de 10 millions d'années à peu près. Comment? Il a un nom, ce cratère? Il a un nom, oui. C'est le cratère Karata. Donc c'est un petit cratère donc, qui a été nommé à l'occasion. Et donc oui, c'est ça, Karata. Donc qui se trouve en fait au sein d'un cratère, enfin, au sein des éjectats d'un cratère de 1,5 milliard d'années. Donc ça tombe bien. Il fait quelle taille, ce cratère Tanaka, là? Il fait quelques kilomètres, quelques dizaines C'est suffisant pour éjecter une météorite dans l'espace? Et c'est alors une petite dizaine de kilomètres quand même. Oui, quand même. Oui. Et voilà, et en fait, c'est quand même assez gros. Et sans quand même sur Mars, les conditions sont un peu plus simples pour éjecter, parce que l'atmosphère est beaucoup plus ténue, la gravité est plus faible aussi. On éjecte un peu mieux du matériel, ce qui pourrait être beaucoup plus dur, par exemple, sur Terre, presque impossible sur Vénus. Et donc voilà, on a ce petit cratère de 10 millions d'années qui se trouve dans les éjectats d'un cratère à 1,5 milliard d'années, dans des terrains en dessous de plus de 4 milliards d'années, dans une région qui possède les plus fortes anomalies magnétiques aussi, ce qui correspond bien avec la météorite, des plus forts enrichissements en potassium, thorium à la surface de Mars qui a été mesuré, ce qui correspond aussi à la météorite, qui a les plus forts enrichissements en potassium, thorium. Tout ça, ça fait un faisceau d'indices en fait, qui permet de considérer en fait que ce cratère est un peu le candidat privilégié pour expliquer. Mais est-ce que vos recherches, Virgile Marevitch, connectent la question de la vie passée éventuelle sur Mars? Alors, ou est-ce que c'est des sujets complètement indépendants? Est-ce que c'est vraiment indépendant? Bien sûr, enfin, moi, en tout cas, je ne me suis pas directement intéressé à cette question. Est-ce que vous, Francis Rocard, dans votre livre, vous parlez de la recherche de ce que vous appelez des biosignatures? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biosignature? Qu'est-ce que c'est qu'une biosignature? Bon, encore une fois, le problème entre donc cette météorite qui probablement vient d'une zone plutôt anhydre, donc la probabilité qu'on trouve de la matière organique dedans, j'en sais rien. Alors la matière organique, pour l'instant, non. Non. Par contre, il y a quand même des minéraux hydratés dedans, en tout cas des traces d'hydratation sur des minéraux justement très anciens. D'accord. Mais hydratation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de l'eau liquide en surface? Est-ce que c'est de l'hydrothermalisme? Oui, parce qu'il y a des phénomènes d'hydratation qu'on observe dans des astéroïdes qui sont liés à la décroissance de l'aluminium 26, qui est un atome radioactif à courte période. Et au moment où le système solaire s'est formé, il y avait pas mal d'aluminium 26 et tous ces petits astéroïdes sont mis à chauffer. Et donc, ils ont subi une altération par l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la vie sur ces astéroïdes, quoi. Donc, il faut... Alors, après, revenons sur les biosignatures. Les biosignatures, c'est... en gros, on va chercher la matière organique sur Mars, que ce soit actuellement avec Curiosity, avec des instruments comme SAM qui recueille des échantillons et qui les analyse en spectrométrie de masse et chromatographie en phase gazeuse, mais également dans le cadre du retour d'échantillons. Il faudrait parler un tout petit peu, qui est la grande affaire de cette décennie. Ça fait 30 ans que dis-je, même 40 ans, que les scientifiques veulent un retour d'échantillons martiens. L'argument étant, si vous voulez qu'on aborde sérieusement la question d'histoire de la vie sur Mars, on ne pourra pas le faire sans avoir un retour d'échantillons. Mais un retour des bons échantillons.
c'est-à-dire ceux sur des argiles ou sur des sulfates hydratés, là où on pourrait trouver de la matière organique, dans lequel on pourrait trouver des biosignatures. Alors, des biosignatures, c'est par exemple, si on trouve, on aurait pu en trouver, mais on n'en a pas trouvé jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle les molécules chirales. Donc, vous avez des molécules qui sont symétriques dans un miroir comme mes deux mains. Donc, elles ne sont pas identiques, elles sont chirales. Cette chiralité existe dans le monde vivant, sur Terre, mais pour des raisons assez subtiles, le vivant privilégie une forme, très fortement, une forme par rapport à une autre. Donc, il y a beaucoup de formes droites et pratiquement pas de forme gauche pour certaines protéines. Alors que la chimie abiotique, c'est-à-dire la chimie dans les roches, elle ne privilégie rien du tout. Vous avez 50-50. Donc, si vous arrivez à trouver, malheureusement, on n'a pas trouvé, on aurait pu en trouver déjà avec Curiosity, une molécule chirale, mesurer le rapport entre la version droite et la version gauche. Si on avait mesuré un rapport très différent de 1, on aurait pu dire, bon, bah, donc il y a eu de la vie qui a formé cette chirale. Ça aurait été simplement un indice, pas une preuve. C'est un indice, c'est un indice fort, parce qu'aujourd'hui, la chimie ne reproduit pas ce déséquilibre de chiralité. Et puis, vous avez par exemple autre biosignature bien connue, qui est le rapport carbone 12, carbone 13, qui n'est donc entre les deux isotopes, le 12 étant le carbone ordinaire, le 13 étant plus rare, il y a un rapport environ 90 entre les deux. Eh bien, ce rapport n'est pas le même suivant que ce carbone est d'origine minérale ou d'origine biologique. Si vous prenez un morceau de charbon de bois, eh bien, vous allez avoir un rapport qui est plutôt proche de la valeur biologique. Alors là aussi, c'est un peu contesté. Bon, c'est une biosignature qui fait débat. Mais voilà, il y a un certain nombre de biosignatures comme ça. Puis après, on a simplement les fossiles. Si par miracle on trouvait des fossiles, peu de gens y croient, puisque aujourd'hui on est extrêmement prudent et modeste. C'est que on cherche, encore une fois, une vie martienne qui serait la plus élémentaire qui soit, c'est-à-dire bactérienne, qui aurait existé il y a 4 milliards d'années, qui se serait éteinte il y a 3,5, qui peut-être existe encore sous terre, sur Mars, mais à des profondeurs telles que, et ça pourrait être un job super pour les astronautes qui iraient sur Mars, c'est qu'il faudrait creuser à 1, 2, voire 3 kilomètres de profondeur. Donc là où la thermodynamique nous dit que s'il y a de la glace d'eau, elle passe en phase liquide. Tout simplement parce que la pression et la température augmentent, donc il faut creuser très fort. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire, quoi. Il faut des derricks monstrueux. Mais Nous venons de parler de l'exploration de Mars telle qu'on peut la faire depuis la Terre. Maintenant, je vous propose à tous les deux que nous parlions de l'exploration de Mars en y allant. Alors, dans votre livre, Francis Regard, vous expliquez pourquoi un séjour sur Mars ne pourrait durer que soit quelques semaines, soit 1 an et demi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y rester comme on veut? alors, pour ceux qui ont vu le film Seul sur Mars, ce détail, si je puis dire, est parfaitement exact. C'est-à-dire que la balistique, quand on va sur Mars, on utilise des trajectoires qui minimisent l'énergie, tout simplement pour avoir la fusée la moins grosse pour vous propulser vers Mars. Et donc, on appelle ça les transferts de Hohmann. C'est Monsieur Hohmann Qui a calculé ça? qui a calculé ça. Et sur Mars, toutes les sondes, on peut s'écarter d'un transfert de Hohmann, c'est pas interdit d'ailleurs. Elon Ça Musk coûte en plus parle. cher. Ça coûte plus cher, voilà, exactement. Et probablement que si on utilise le nucléaire, on va s'écarter des transferts de Hohmann. Mais toutes les missions chimiques, il y en a une cinquantaine qui sont allées vers Mars, ont toutes, et je dirais même pour Vénus, pour Saturne, pour Uranus, c'est ce que vous voulez, on est sur les transferts de Hohmann. Et donc, vous avez une trajectoire, il se trouve qu'il y a une trajectoire à 7 mois, une trajectoire à 11 mois sur Mars. Mais quand vous arrivez là-bas, il faut attendre l'ouverture de la fenêtre pour la trajectoire de Hohmann de retour. Et soit elle arrive quasiment 4 semaines plus tard, donc votre séjour est très court, on est à 1 mois, séjour court, soit il faut attendre 1 an et demi, environ 500 jours, pour que la deuxième fenêtre s'ouvre. Alors, le séjour court, c'est un faux transfert de Hohmann. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas un transfert de Hohmann du tout. Enfin, on passe par Vénus. Il y a un survol de Vénus. Pas trop près. Et alors, justement, Sinon, il fait trop le chaud. fait de passer par Vénus pose des problèmes thermiques. Donc,
les hommes risquent d'avoir chaud dans la capsule, surtout qu'il va y avoir Vénus qui va être chaud, et puis on est près du Soleil, donc tout ça va chauffer, c'est pas sympathique. Pendant longtemps, je m'étais demandé, qu'est-ce que va décider la NASA? C'est vraiment, en anglais, on parle d'un trade-off, c'est un choix majeur de se dire, est-ce qu'on vise des séjours longs ou des séjours courts? Le choix a été fait. Il a été fait en 2022, la NASA a dit, maintenant, dit, bon, allez, hop, on fera des séjours courts. Et on va, entre guillemets, subir le retour long qui dure 1 an et demi. Alors pourquoi ce choix? Parce que rien n'est innocent, parce qu'en parallèle, la NASA veut améliorer et réduire les temps de trajet avec la propulsion nucléaire. Donc elle est en train de relancer un programme nucléaire spatial pour, au-delà de ce qu'on appelle les RTG et RHU. Les RTG, c'est ce qu'il y a sur Voyager, ce sont des piles qui permettent aux Voyager de fonctionner 40 ans après le tir. Mais là, on parle de réacteur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous cracher une énergie de l'ordre du mégawatt, et donc qui va pousser fortement votre sonde vers Mars, et ensuite vous freiner pour arriver. Et avec du nucléaire, on peut arriver à avoir des voyages, bon, ça est théorique, mais de l'ordre de 4 mois. Et on pourrait se permettre de faire un retour plus rapide via un séjour court. Alors évidemment, si le séjour est court... Mais plus rapide, c'est quand même plus que 6 mois pour le retour. En nucléaire, ça, je ne saurais pas vous dire. Ça va dépendre un peu de calculs précis. De toute façon, on est sur un faux transfert de Hohmann. Est-ce qu'il va falloir passer par Vénus ou pas? Enfin, tout ça nécessite des calculs assez sioux qui va tenir compte de la performance exacte du moteur. Pour l'instant, il y a des performances théoriques, mais la performance réelle, elle sera ce qu'elle sera. Mais le concept que la NASA veut mettre, le nucléaire et l'ISRU, on pourra en parler, In situ ressource utilisation en anglais, c'est deux technologies facilitantes, non indispensables. Mais si on les met en œuvre, le nucléaire d'une part et l'ISRU d'autre part, ça permet de peut-être d'abaisser la facture du programme. Donc, tout simplement parce que si vous voulez savoir combien votre programme va coûter, il suffit de peser tout ce que vous allez envoyer vers Mars. Et si vous envoyez 3000 tonnes en tout, eh ben, ça va vous coûter très cher. Si vous arrivez à réduire à la moitié, à 1500 tonnes, votre programme va vous coûter peut-être pas 2 fois moins cher, mais notablement moins cher. Donc le nucléaire permettrait de réduire les... Et si vous réduisez les durées, bah, vous réduisez la quantité d'eau qu'il faut emporter, vous réduisez la quantité de nourriture, vous réduisez beaucoup de choses. Et donc finalement, vous allégez énormément de vaisseaux, quoi. Mais c'est un voyage qu'on ne peut pas simuler à l'avance. Donc si on parle simplement du transfert des cosmonautes, qu'est-ce qu'ils vont vivre dans le voyage aller, par exemple? Il va y avoir forcément une éruption solaire, il y a de la radiation, il y a du rayonnement cosmique. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui va advenir de leur intégrité physique? On connaît les niveaux de radiation dans le milieu interplanétaire. Il y a eu des mesures à bord d'ISS, il y a eu des mesures pendant les croisières par les sondes, et des mesures sur Mars. En gros, pour résumer, vous avez le rayonnement cosmique galactique qui est dans le domaine du milliard d'électronvolts. Celui-là, on peut rien y faire et on le subit. En anglais, c'est pas un showstopper, c'est pas ça qui va tuer les astronautes. Ils vont avoir des doses de radiation. D'ailleurs, la NASA a modifié ses règles de niveau de radiation. C'est assez étonnant. Elle l'a fait en 2022. Avant, il y avait des règles valables qui étaient dépendantes du sexe et qui étaient dépendantes de l'âge. C'est-à-dire que plus vous étiez âgé et masculin et pas féminin, vous étiez moins sensible aux radiations. Depuis, pour des raisons assez curieuses, peut-être aussi pour être politiquement correct, la NASA a mis le même niveau à tout le monde, indépendamment de l'âge. Donc on est à 600 millisieverts. Alors ça, c'est un terme technique. Et en pratique, ils vont avoir 1000 millisieverts, c'est-à-dire qu'ils seront légèrement au-dessus. Mais les astronautes vont signer une décharge. Et en gros, c'est la probabilité de cancer dans les 20 ans qui suivent la mission. Cette probabilité, dans le milieu du nucléaire civil, terrestre, on ne veut pas que ce niveau dépasse 3%. Là, ils vont dépasser 3%. On ne sait pas si ça sera 5, 10 ou 15. Ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir. Ça veut dire qu'ils ont un petit peu plus de chances d'avoir des cancers dans les 20 ans qui suivent. Et pour terminer sur la radiation, vous avez le vent solaire calme, qui n'est pas du tout un problème, qui est arrêté par les parois. Et vous avez des éruptions solaires très violentes, celles qui ont provoqué des blackouts au Canada dans les années 80. Là, sur alerte,
notamment un compteur GGR qui donne une alarme, par exemple, ou des observations, il va y avoir un module qui sera particulièrement blindé. Et pendant 24 heures, ils vont... Alors déjà que le voyage va être ennuyeux, Mhm. parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et il n'y a pas de distraction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la Terre à regarder, qui est vraiment la distraction numéro un des astronautes. Là, il y a d'un côté un hublot, c'est l'aveuglement par le soleil, de l'autre côté, c'est la nuit noire. Donc, il n'y a pas beaucoup de distraction. Et en cas d'alerte, eh bien, ils vont devoir se positionner derrière une paroi spéciale pendant 24 heures. Virgile Malarevitch, vous êtes candidat au voyage? Ah bah, si je peux, plus de 600 millisieverts, je vais voir. 600 millisieverts, c'est... Non, mais il n'y a pas aussi, il y a pas que ça. Il y a aussi qui sont en microgravité. Alors, il y a Du point de vue aussi qui sont en musculaire. microgravité, ça veut dire qu'ils vont faire du sport. Ça, on le sait. Ils le font déjà dans l'ISS, ils doivent faire du sport tous les jours. Ça veut dire aussi que cette image que moi j'ai vécue, j'avais 12 ans, en 69, et c'était 3 heures du matin ou 4 heures du matin, j'ai dormi sur le canapé et ma mère m'a réveillé. Au moment où il sort, voilà, le petit pas pour l'homme, le grand pas pour l'humanité. Sur Mars, ils vont se poser et, et les télés devront attendre, probablement 24 ou 48 heures, parce que justement, ils Ils auront seront écrasés. 6 mois. Ils pourront plus se mettre debout. Souvenez-vous le témoignage de Thomas Pesquet qui téléphone au président de la République. Il dit: je pouvais à peine tenir mon bras. C'est-à-dire que le bras paraissait extrêmement lourd. Il avait vécu 6 mois dans l'espace, donc c'est-à-dire à peu près la durée d'un voyage. Et donc il va falloir qu'ils attendent 24-48 heures pour se réhabituer à une gravité, même si elle est plus faible. D'ailleurs, cette histoire de gravité plus faible, je dirais que si la gravité avait été la même, vous imaginez le poids du scaphandre? Ça aurait été un vrai problème, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'il porte un scaphandre qui pèse peut-être 60-80 kilos. À faible gravité sur la Lune ou Mars, ça va. Mais si vous êtes à gravité 1, ça pose un vrai problème. Et du point de vue psychologique, est-ce qu'on peut simuler sur Terre, d'une Pas façon tout. ou d'une autre, comment évoluent les relations humaines quand on est à combien? À 4, à 5, à 6, à 7? On ne sait pas, ça sera entre 4 et 7. Ça sera Avec entre 4 et personne 7. pour nous accueillir à l'arrivée? Personne pour vous accueillir à l'arrivée. Alors, la psychologie, il y a eu ce qui s'est appelé Mars 500, vous savez, c'était à Moscou, une simulation de voyage vers Mars, 500 jours. Donc c'est court, hein, alors que les calculs en chimique, c'est plutôt 1000 jours, hein, donc c'est plutôt le double, presque 3 ans. D'ailleurs, c'était assez amusant, c'est que dans ce Mars 500, ils avaient des règles très strictes au départ. Euh, donc vous avez tel menu tel jour, donc bon, ils respectaient les règles bien évidemment. Il y avait des Russes, il y avait des Chinois, il y avait un Européen et tout ça. En fait, on s'est rendu compte que la diversité culturelle était un problème. C'est-à-dire que faire travailler des gens ensemble qui n'ont pas la même culture, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit de se divertir et de faire du second degré, des blagues et un peu de s'amuser, là, ça se complique beaucoup. Imaginez devoir faire une blague en russe, un russe, bon, c'est compliqué. Et donc ça, c'est un retour d'expérience. L'autre anecdote que je voudrais citer, c'est qu'au retour, on leur a dit, écoutez, vous avez quartier libre, mangez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé tous les Mars glacés au début. Donc tous les bons desserts, ils les ont mangés, et après, il restait tout ce qui n'était pas très bon. Et le retour, c'est certainement, dans les films d'alpinisme, on ne parle jamais du retour. Et c'est pareil sur Mars. On va surtout s'intéresser à l'aller. Le retour, ça va être terriblement ennuyeux et psychologiquement très difficile parce que Oui, c'est comme la descente en alpinisme. c'est On a comme la atteint descente. l'objectif et on est... Pourtant, il y en a qui meurent pendant la descente, hein. Il y a c'est- des accidents. Mais là, l'événement, l'excitation sera plus là. On veut juste rentrer à la maison. Et donc, psychologiquement, ça sera difficile. le Est-ce retour. qu'on est sûr que l'excitation va durer, ne serait-ce que pendant le voyage aller? 4 mois, c'est quand même très très long. Je On- pense vous qu'ils l'avez dit, on ne voit plus seront la très Terre. professionnels et qu'ils ils feront juste, au moins pour le voyage aller, ils feront tout ce qu'il faut pour rester calme et pas s'engueuler, voilà, et prendre. Et il y a beaucoup de candidats. Il y a toujours plein de candidats, ça, il n'y a aucun problème. Thomas Pesquet est candidat, tous les candidats, tous les astronautes européens sont candidats. Enfin, un astronaute, vous lui dites, vous allez sur Mars, il signe tout de suite, quoi. Dans votre livre, Francis Regard, vous écrivez: certains pensent que l'entreprise est impossible, pourtant l'impossible est déjà en préparation. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura un homme sur Mars, ou plusieurs plutôt, au cours du XXIe siècle? Oui, j'ai utilisé cette phrase parce que j'ai fait une conférence sur le sujet qui s'appelait la physique de l'impossible. Donc on m'avait demandé de faire, donc j'avais conclu comme ça. Euh, ça paraît impossible. En fait, c'est très difficile. Mais c'est pas impossible du tout. Il faut simplement se donner beaucoup de moyens et du temps.
Les Américains dépensent historiquement avec l'héritage Apollo. Ça c'est un phénomène assez étonnant. C'est que Apollo a hypertrophié le domaine des vols habités aux États-Unis. Et ça a une conséquence encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget de la NASA, c'est la moitié pour les vols habités, la moitié pour tout le reste, c'est-à-dire observation de la Terre, James Webb Télescope, Gaia, enfin non, Gaia c'est européen, mais et c'est pas du tout le cas en Europe. En Europe, les vols habités, c'est assez microscopique. Et quand vous avez 10 milliards de dollars par an à dépenser dans les vols habités, ben vous faites des très grands programmes. Donc vous avez commencé par faire Apollo, puis ensuite vous faites la navette spatiale, et ensuite vous faites l'ISS. Et quand vous avez fini l'ISS, parce que l'ISS va devoir se terminer, elle va devenir dangereuse, il va falloir l'arrêter. Comme la Lune a déjà été faite, ben la NASA et Werner von Braun l'avaient écrit en 1952. Bah, c'est Mars. Il y a pas 36 destinations possibles pour l'homme. Il y a Mars, la Lune et les astéroïdes. Les astéroïdes, c'est un petit peu anecdotique. Je dirais, ils iront probablement un jour sur un astéroïde s'il y a des choses à y faire. Ça, c'est le problème de l'exploitation minière des astéroïdes. Mais Mars est très emblématique pour ça. Donc, il faut se donner les moyens. Et à 10 milliards par an, sur 40 ans, ça fait 400 milliards. C'est probablement ce que va coûter ce type de programme. Les difficultés majeures, c'est de poser un engin de 15 ou 20 tonnes sur Mars. C'est pas la technologie Persévérance avec ce qu'on appelle le Sky Crane. Il faut un engin extrêmement lourd. En gros, il y a deux grandes idées. Il y a celle de SpaceX, qui est de faire poser son Starship, c'est-à-dire qu'il rentre dans l'atmosphère et il se freine sur l'atmosphère comme la navette spatiale. Et ensuite, il se redresse et il atterrit en rétrofusée verticalement. Bon, c'est ce qu'il va faire sur la Lune, sachant qu'il n'y a pas l'atmosphère. Et l'autre idée, peut-être moins ambitieuse, mais c'est notamment c'est Boeing qui l'étudie, c'est d'avoir un bouclier thermique gonflable. Parce que l'atmosphère de Mars est tellement peu dense que au moment où on arrive dans des couches relativement denses, vous savez que quand on ouvre les parachutes sur Mars, que ce soit Perseverance, Curiosity, on est à 10 km d'altitude. On est quasiment arrivé. Donc tout va très très vite derrière. Et il faut arriver à se freiner sur des couches très peu denses. Et pour ça, il faut agrandir énormément le diamètre de freinage, d'où l'idée d'un bouclier thermique. Et ça, c'est si on veut se poser. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de simplement faire un survol de Mars? C'est ce qui sera fait avant. Mais si bien sûr, la première mission martienne, la première sera pas habitée, mais la deuxième sera habitée, comme Artemis 1 était inhabité, Artemis 2 est habité, ça va être un survol de Mars, où on prend 3 photos. C'est pas une, ça s'appelle souvenez-vous, il y a eu Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10, avant qu'il y ait Apollo 11. C'est une mission de démonstration, de valider le fait que vous avez un engin qui va peut-être peser 300 tonnes, qui est l'engin de transport qui va de la Terre à Mars. Cet engin, il est énorme. Pour la Lune, c'est 50 tonnes, mais il va falloir monter probablement à 300 tonnes sur Mars. Et celui-là, il faut le qualifier. Et pour cela, vous survolez Mars sur une trajectoire qui va durer 1 an et demi, et vous revenez vers la Terre. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'avant d'y envoyer des hommes, on va pouvoir faire revenir sur Terre des échantillons de Mars? Ah bah ça, j'espère bien. Alors, d'abord parce que c'est en cours. Persévérance est en train de collecter des échantillons. On a déjà déposé au sol de Mars une dizaine de tubes. Il faut savoir que tous les échantillons posés au sol sont récupérables. Tous les échantillons que Persévérance conserve dans son bas de caisse, c'est en dessous qu'il les met, on ne peut pas les récupérer. Il n'y a pas de technique pour aller les chercher. Donc, alors c'est vrai que ce retour d'échantillons qu'on attend depuis 30 ou 40 ans, aujourd'hui, il y a l'inquiétude côté NASA. Il y a eu un audit qui a été fait qui a dit: "Ouh là là, cette mission va coûter 10 milliards, c'est beaucoup trop cher, il faut simplifier, donc stop, on arrête tout." Le Congrès, à qui on demandait pour cette année 900 millions, a dit: "Je vous donne 300 et vous allez me revoir la copie." Et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, c'est que on tient plus les calendriers. Donc 2028, je pense que on va pas le tenir. Et puis le Jet Propulsion Laboratory va devoir essayer de simplifier le problème. Mais c'est compliqué parce que la moitié du boulot est fait. Vos échantillons sont sur le sol de Mars. Il faut aller les chercher. Il n'y a pas 36 possibilités, hein, un hélicoptère ou un rover. Virgile Malarevitch, j'imagine que vous attendez des échantillons avec impatience. Si vous aviez le choix
vous prendriez quoi comme échantillon? Venons d'où? Et pour apprendre quoi? Ah bah, là, c'est justement là, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? En fait, c'est un peu dur à répondre comme question parce qu'on est quand même souvent face à des surprises aussi. Mais déjà là, dans ce qui est échantillonné là, en fait par Persévérance, on a d'un côté soit des échantillons de roches volcaniques un peu du fond du cratère et là, on a commencé à avoir des échantillons plus du delta, justement tout ce qui est le plus important en fait dans la mission. Justement ces terrains, qui peuvent abriter justement ce qu'on cherche sur la problématique de la vie. Mais s'il fallait échantillonner, moi, enfin, ce serait le plus possible un peu de tout en fait pour comprendre la parce qu'en fait la géologie martienne finalement, qu'est-ce qu'on a comme moyen de l'explorer? Là, c'est retour d'échantillon, c'est une fenêtre unique en fait, mais quand même dans un endroit assez restreint, finalement spatialement restreint. Alors quand même c'est exceptionnel de pouvoir bien caractériser, on a les terrains, les conditions d'échantillonnage, on a tout, mais finalement sur des terrains de quelques kilomètres quoi, sur une planète entière. Et Je me souviens qu'il y a Francis une Rocard. trentaine d'années, j'étais allé à un workshop aux États-Unis sur déjà les retours d'échantillons martiens, et j'avais assisté à une bagarre scientifique entre les géochimistes comme vous, qui cherchent à dater les roches, donc roches volcaniques, les très anciennes ou récentes, et ceux qui s'intéressaient à la vie. mmh. Et en fait, c'était incompatible. En gros, là où veulent aller ceux qui s'intéressent à la vie ne correspond pas au site qui intéresse les géochimistes pour tous les aspects histoire de datation et de la géologie de Mars. Donc, Mais en bon, quoi le fait Ouais. d'envoyer des humains sur Mars va-t-il aider à trancher la question de savoir si cette planète a abrité dans son passé de la vie? Ouais, qu'est-ce que des humains peuvent faire plus en fait que ce qu'on peut avoir en rover Oui, en fait en ce moment? Bah ça c'est il y a plusieurs même c'est un peu la question qu'on a posée pour la Lune aussi. Est-ce que des humains pouvaient faire plus sur la Lune que pouvaient faire des rovers? Et en fait tout simplement enfin un astronaute entraîné déjà quand même va être beaucoup plus mobile sur une journée, va avoir un œil quand même beaucoup plus entraîné pour reconnaître les affleurements intéressants justement. On entraîne en fait dans ce sens-là. Reconnaître les échantillons, les affleurements, les terrains. donc il faut envoyer des géologues. Bah, je pense, oui, entre autres. On voyait plein de corps de métier, mais un ouais, ce qui n'est pas géologue. gagné parce qu'il n'y en a eu qu'un sur Apollo. Il y a Mm, eu Harrison Schmitt. mm. Mais il faut comprendre que l'homme sur Mars, tel que Pas la des NASA marsologues, envisage, pardon, on dit pas géologue, non? Ah bah, les Des martiologues, marsologues. pour étudier. archéologue. C'est pas de la géographie, Mais la mission n'est pas scientifique, au même titre qu'Apollo n'était Alors pas elle est quoi vraiment si elle n'est pas scientifique. scientifique? Elle est symbolique? Elle est politique. Elle est politique au sens où c'est évidemment pas ce qui se dit aux États-Unis, mais il faut aussi le comprendre, c'est que si vous voulez maintenir un programme de vols habités ambitieux à des niveaux de 10 milliards par an, il faut keep the momentum, comme on dit. Il faut aller de l'avant. Après avoir passé 30 ans en orbite basse qui commence à lasser, eh ben, y a pas, il faut viser Mars maintenant. Et Mais en même temps, Mars, ça sera la fin. On n'ira pas explorer d'autres planètes que Mars, sans doute. oui, alors si vous voulez, on se donne rendez-vous en 2050. D'accord. En 2050, on pourra dire que on a franchi un cap, mais voilà, on a encore 30 ans devant nous avant qu'ils arrivent effectivement sur Mars quand même. Est-ce que l'argent sera un problème? Bah, je pense Ça, qu'à c'est ma 10 dernière milliards par question. an, les Américains, ils peuvent dépenser 400 milliards en 40 ans, donc ils ont les moyens de le faire. Merci Francis Rocard, merci Alexandre Malérevitch. Nous allons tout de suite retrouver, avant de conclure l'émission, la chronique d'Alexandre Adelbo qui s'intitule Avec Science. Je crois qu'aujourd'hui elle va nous parler des premiers humains modernes qui ont colonisé la Chine il y a 45 000 ans.